En PACES, il arrive souvent que dès le matin, vous vous sentez un peu perdu face à la montagne de tâches et de travail que vous allez devoir affronter. Vous vous sentez un peu perdu parce que vous êtes vraiment face à face à vos objectifs, qu'ils paraissent si grands, que vous paraissez si petit et que les efforts paraissent si énormes que ça vous en fait vraiment mal à la tête. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que les alpinistes arrivent à grimper les monts les plus hauts et les montagnes les plus escarpées? Tout simplement, ils commencent par cartographier chaque partie de la montagne, chaque facette, chaque chemin. Et après avoir pris connaissance de tous les chemins, ils peuvent commencer l'organisation. C'est-à-dire que ça se fera en deux étapes, une prise d'information suivie d'une organisation en fonction de cette prise d'infos. Après avoir pris connaissance de tous ces chemins, ils vont commencer par organiser leur voyage. Puis en l'organisant et en le réalisant étape après étape, chemin après chemin, ils vont pouvoir aller à bout de la montagne. Cette année, l'alpinisme ce sera toi. Et c'est à toi de connaître vraiment sur le bout de tes doigts chaque facette de la montagne que représente la PACES. Dans un premier temps, je commence donc par vous inviter à prendre connaissance de ce qu'est la PACES. Bien sûr, c'est la première année commune aux études de santé, mais c'est avant tout un concours, une compétition entre des milliers de personnes afin de rentrer dans la filière médicale ou paramédicale de son choix. Quand je vous propose de prendre un maximum d'informations, je vous incite à récolter l'expérience faite par vos connaissances qui sont passées par là. Plus précisément, les personnes qui ont eu cette expérience dans la faculté où vous avez prévu d'étudier. En effet, rien que de discuter un peu avec des gens qui ont réussi à franchir le cap de la première année va vous aider à éviter les erreurs banales qui sautent aux yeux de vos aînés, mais pas forcément aux vôtres. À partir de là, vous pourrez aller parler à des gens, mais aussi lire des livres, visionner des témoignages pour avoir le plus d'informations possible. Ensuite, ça va être encore à vous de réunir ces précieuses données, c'est-à-dire que ce sera à vous de tirer des leçons de toutes ces infos. Par exemple, avec plusieurs témoignages, vous pourrez imaginer la journée type d'un PACES. Par conséquent, vous aurez l'occasion de vous organiser en fonction de là où il est le plus intéressant d'habiter, des activités que vous allez avoir envie de continuer à faire. Et oui, parce qu'avoir du temps libre en PACES, c'est hyper compliqué. Si vous voulez optimiser vos chances de réussite au concours, vous allez avoir intérêt à être efficace, organisé et très bien rodé. C'est pour ça que j'ai prévu de vous montrer comment organiser sa vie en PACES. Au cas où tu n'arrives pas à cerner les problèmes que soulève la PACES et que tu ne trouves pas de questions à poser aux personnes que tu as déjà rencontrées, voici une courte liste de questions auxquelles tu vas devoir savoir répondre. Quelle matière est-ce que tu vas avoir au premier ou au deuxième semestre? Quels en sont les coefficients? Combien de cours chaque matière va représenter? Et quelle quantité est-ce que ça va représenter en temps ou en heures? Où est-ce que va se situer ta prépa? Où est-ce que va se situer le tutorat dans la fac? Comment va-t-il s'organiser? Où est-ce que tu vas manger chaque jour? Comment est-ce que tu vas te rendre à la fac? Et à combien de temps est-ce qu'elle est située de chez toi? Est-ce que ton moyen de transport va te permettre de te reposer ou alors de travailler sur le trajet? Avec qui est-ce que tu vas attaquer cette année? Est-ce que tu vas avoir des potes ou pas? C'est hyper important. Après avoir répondu à toutes ces questions, tu vas pouvoir suivre dans les meilleures conditions ce que je vais te présenter par la suite. Si on reprend l'exemple de l'alpiniste, c'est vraiment en te montrant toutes les méthodes pour délimiter ton chemin à travers la montagne que je vais pouvoir te partager la réelle qualité d'organisation qui est nécessaire à ta réussite. Mais comment va s'organiser ce module? Comment est-ce qu'à travers toutes les vidéos que je vais te montrer, tu vas pouvoir progresser en matière de planification? Voici un petit résumé. Je vais te présenter trois méthodes, la méthode des J, la méthode des couches et la méthode de la routine. La méthode des J, c'est la méthode que tu vas utiliser le plus. C'est la méthode qui va te permettre d'apprendre tout le programme en un temps limité et pour un jour précis, en se basant sur des jours précis afin de les réviser et de pouvoir maximiser la rétention d'informations. Maintenant, la méthode des couches, c'est une méthode très précise qui va te permettre d'apprendre beaucoup de choses et de réviser beaucoup de choses en un laps de temps très réduit. La méthode de la routine, quant à elle, elle va plutôt être là pour développer des réflexes, ce qui va être très intéressant dans certaines matières, par exemple pour les maths ou la physique, où vous savez que ce sont des exercices qui sont posés au concours. Avez-vous toujours rêvé d'être aussi fort que le major de promo, aussi futé que Lucie, la meilleure élève de votre classe en 6e? Vous avez déjà peut-être pensé que leurs très bons résultats étaient dus à leur QI hyper élevé. Et si je vous disais que vous, oui vous êtes capable d'être cette personne-là? Vous me direz peut-être que c'est impossible parce que vous n'avez pas vraiment le même talent ou qu'alors que votre camarade est un petit génie. Eh bien là, je vous réponds catégoriquement non. Je pense que l'une des plus grandes qualités des majors ou de tout bon élève est l'organisation.
C'est majoritairement elle qui fait la différence entre Lucie et toi. Prenons l'exemple de deux frères jumeaux que je connais très bien. L'un était plutôt studieux lors de sa scolarité, alors que l'autre ne l'était pas trop. Dès le CP, après la rentrée des classes, le premier jumeau était organisé. Après son goûter, il fonçait directement travailler le cours qu'il avait eu le matin même. Puis il attaquait ensuite celui de l'après-midi. Le week-end, il profitait du samedi et du dimanche matin afin de faire ses plus gros devoirs. Et lorsqu'il n'en avait plus, il en profitait pour réviser ses anciens cours. C'était le jumeau assidu et organisé. Le deuxième frère, lui, en rentrant de l'école, allait plutôt devant la télé regarder tous les soirs à la même heure, pendant le goûter, sa série préférée. C'était le jumeau tête en l'air. Ce que j'aimerais vous montrer à travers cet exemple, c'est que ce sont vraiment les habitudes de travail qui font la différence, la vraie. C'est l'espace qui était réservé au travail sur plusieurs jours, plusieurs mois, et dans la finalité plusieurs années, qui a joué, et non pas les qualités intellectuelles qui ont fait défaut, car ces deux jumeaux avaient intellectuellement le même potentiel. C'était deux gouttes d'eau. C'est donc le temps de travail qui a fait la différence, ce temps de travail libéré par une organisation solide. Lorsque j'étais tout petit, j'étais inscrit dans des spectacles de théâtre. Je devais apprendre des textes afin de les jouer devant un public, enfin devant ma mère. C'était des récitations assez classiques qui nécessitaient de connaître parfaitement son texte. Or, j'arrivais jamais à apprendre ces textes de pièces en un soir malgré toute la bonne volonté que j'y mettais. Je me couchais en les connaissant à peu près, et le lendemain, je les connaissais plus que par fragments. Toutefois, j'ai remarqué qu'en les révisant jour après jour, et qu'au fur et à mesure des répétitions, chaque semaine, je les connaissais un peu mieux. Savez-vous à quoi est dû ce mécanisme? Ce mécanisme, il s'explique tout simplement par la courbe de l'oubli. Mais comment ça marche? Sur le schéma, vous voyez ici la courbe d'Ebbinghaus. Ebbinghaus, en fait, c'est un philosophe qui va théoriser cette courbe de l'oubli. Il va lancer une étude sur lui-même en mémorisant des syllabes qui n'ont aucun sens. La courbe de l'oubli, elle prend pour hypothèse que la mémoire d'une information décline proportionnellement au temps qui passe après avoir appris cette information. Ces travaux, à Ebbinghaus, défendent un moyen pour augmenter la bonne mémoire, une répétition de l'apprentissage. Il prit pour hypothèse que chaque répétition de l'apprentissage augmente l'intervalle entre chaque diminution de rétention. Elle montre surtout comment l'information est oubliée lorsqu'il n'est fait aucun autre effort pour la retenir. La rétention, c'est la capacité à bien retenir ce que l'on a appris. Sur ce schéma, qui représente la courbe de l'oubli, on voit sur la gauche le pourcentage de rétention. Du coup, c'est le pourcentage de choses que l'on va garder en mémoire, c'est ce que je vous ai expliqué. Et sur la droite, on va avoir le facteur temps, qui va jouer sur la mémoire et la capacité à mémoriser des souvenirs longtemps. On observe différents temps très importants sur la courbe de l'oubli. Au bout de 10 minutes, on observe qu'on a déjà perdu beaucoup d'informations, environ un quart. Au bout d'une journée, on va en oublier les 2 tiers. Au bout d'une semaine, un mois, 6 mois, il va nous rester seulement un fond de mémoire. Du coup, en ayant bien compris comment la mémoire marche, le but sera de procéder à des rappels pour booster le pourcentage de rétention et donc de faire mémoriser ces informations dans la mémoire à long terme. On utilisera donc des révisions qui vont être espacées. Si on ne le fait pas, l'information apprise va mourir dans la mémoire. Les informations ne sont ni instantanées à apprendre, ni intemporelles lorsqu'on les a appris. C'est en les révisant que l'on pourra les garder le plus longtemps possible. Attention, il ne s'agira pas de réviser n'importe quand, c'est en révisant à des moments clés que l'on va stocker l'information dans la mémoire à long terme, tout en minimisant les efforts à faire. On pense que c'est au bout de 5 révisions que les informations vont être solides. Attention, il n'y a pas vraiment de chiffre exact, mais la situation en PACES exige que les révisions soient les moins nombreuses possibles, car la quantité de cours à ingérer est monstrueuse. Vous vous doutez que pour certaines informations, on va avoir besoin de plus ou de moins de rappels. En fonction de votre intérêt pour le cours, à l'heure à laquelle vous allez l'apprendre, de votre niveau de fatigue, vous allez le retenir plus ou moins bien. C'est pour ça qu'il faut prendre grande attention à se mettre dans les meilleures conditions pour apprendre chaque cours. Mais comment va s'organiser en fait une révision dans le cadre de la méthode DJ? Dans le cadre de la méthode DJ, on va utiliser des révisions actives. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur le cours ou faire des QCM parce que ça va très bien s'y prêter. Les QCM seront hyper efficaces parce qu'ils vont vous préparer au concours, en vous préparant aux pièges, mais aussi en vous faisant réviser.
Attention, si vous ne faites pas forcément de QCM, il faudra quand même faire l'effort de se poser des questions sur le cours et d'y répondre sans lire la réponse. Vous risquez sinon de penser que vous maîtrisez le cours, seulement parce que vous l'avez lu, alors que ce n'est pas forcément ancré dans votre mémoire. Voici donc une méthode qui va te permettre d'organiser dans le temps, tout au cours de l'année, pour préparer au mieux le concours PACES. Le jour où l'on va découvrir le cours pour la première fois, c'est le J0. Lorsqu'on va assister au cours pour la première fois, ou que l'on va le découvrir par la lecture, ce sera encore le J0. Cette première approche, elle va être très importante et elle va déterminer les résultats de cette méthode des J. On va voir le cours aux différents jours J0, J1 qui est le lendemain du J0, au J3, au J7 qui est une semaine après la première fois où l'on a vu le cours, et au J15. Cette méthode, elle a été développée dans le but de ne pas oublier vraiment les cours. C'est une méthode qui est hyper adaptée au cursus de la PACES. En effet, tout comme le demande le concours, cette méthode, elle permet d'apprendre et de ne pas oublier les cours directement après les avoir appris. Comme vous l'avez vu précédemment avec la courbe de l'oubli, c'est en utilisant une variante de cette technique que vous allez pouvoir réussir à maintenir un bon niveau de rétention afin de réussir le concours. Voici un tableau tiré d'une expérience qui visait à reproduire les résultats obtenus par Ebbinghaus. Ici, on observait le nombre de répétitions avant de pouvoir réciter correctement une série. Tout ça après un certain laps de temps. Grâce à ce tableau de données, on s'aperçoit qu'au bout de 9 heures, on observe déjà une grosse perte d'infos. On va devoir donc répéter plus de fois la série. Au bout d'une journée, on va encore perdre des éléments d'information. Au bout d'un mois, la quantité de répétitions a quasi doublé. C'est comme si on repartait de zéro. Voilà pourquoi, si vous apprenez vos cours pour le concours, qui sera dans quelques mois, il va falloir faire des révisions espacées. Très bien. Ces révisions devront être régulières et à des moments clés. Tout ça pour augmenter votre rendement. On peut mettre ces données en lien avec la courbe de l'oubli, où on constate que ce sont bien les mêmes. En quelques heures, certains disent même 10 minutes, on oublie déjà le quart du cours que l'on vient de réviser. Et dès le lendemain de l'apprentissage, on perd plus de 50% du cours appris. Ainsi, on peut conclure que ce sont les 3 premières révisions qui sont les plus importantes. Ce sera donc les J0, J1 et J3 qui feront la différence. La première réactivation lors du J0 est très importante. Elle se fera dans la journée même parce qu'elle va envoyer un message au cerveau disant que l'information est importante. La seconde réactivation sera au moins aussi importante que la première. Elle se fera lors du J1. Vous pouvez voir dans les tableaux de données ou sur la courbe que c'est à peu près 2/3 des souvenirs de vos cours que vous allez oublier en moins d'une journée. Le J3 sera une bonne façon de vérifier le degré de connaissance de vos cours. C'est à ce moment-là, tout particulièrement, que l'on vous conseille de vous tester à travers des QCM et des récitations de cours. À partir de là, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie ou pas, si le cours est maîtrisé ou s'il ne l'est pas. Les J7 et les J15 seront des révisions plus tardives et vous permettront de mémoriser à long terme tous vos cours. Ce sont ces révisions-là qu'il ne faudra surtout pas sauter parce que vous pensez déjà connaître vos cours. C'est à ce moment-là que vous allez faire la différence sur le long terme. La méthode des J devrait normalement continuer encore plus loin dans la révision avec des J30, des J60, des J90, etc. Toutefois, toute l'équipe Hermione ne pense pas que cela soit adapté au concours. En effet, le concours PACES va aborder des cours qui s'organisent sur un semestre. Dans un premier temps, vous avez une période d'environ 3 mois de cours magistraux et de TD, où vous pourrez assister aux différents cours. Par la suite, vous aurez une période de révision allant de 30 à 50 jours. Ainsi, cela peut même être contre-productif de trop réviser vos cours avec la méthode des J, en faisant des J45, des J60 ou des J90. Cela ne pourra pas fixer optimalement votre mémoire. En d'autres termes, les gains de mémoire seront trop peu importants. Cela va aussi vous empêcher d'apprendre de nouveaux cours, ce qui est primordial vu la quantité monstre de cours que vous allez devoir digérer. À trop réviser, vous n'allez plus pouvoir apprendre de nouveaux cours et vous ne serez pas prêt. C'est pourquoi je vous propose cette méthode qui commence au J0 et finit au J15. Nous vous conseillons cette méthode pendant la période où les cours vous seront dispensés, c'est-à-dire pendant les 3 premiers mois. Une fois cette date passée,
la méthode DJ est dépassée par la quantité de cours à réviser et par vos propres demandes. Car cette méthode a un souci. Elle est fragile face à la quantité de cours que vous devez constamment apprendre en PACES. Les semestres en PACES s'organisent de cette manière. À chaque fois, cela commence par 2 ou 3 semaines de pré-rentrée. Ensuite, les cours vont commencer. Au bout d'un mois, ce sont les TD qui vont se lancer. Au bout de 3, les cours vont s'arrêter, autant que les TD, parfois les uns finissant avant les autres. Lorsque les cours sont finis, c'est la place au célèbre mois de révision. Ainsi, une fois arrivé à votre mois de révision, vous allez devoir abandonner la méthode DJ. En effet, en un mois ou un mois et demi, cette dernière sera inefficace. Le but de ce mois de révision sera de réviser le programme dans son ensemble, mais aussi de tout faire pour combler vos lacunes. Par conséquent, si vous voulez réviser tout votre programme, vous devrez vous passer de cette méthode. Pas d'inquiétude, toute l'équipe Hermione vous propose une autre méthode afin de revoir efficacement tous les cours tout en vous laissant du temps pour vous entraîner et vous permettre de renforcer vos faiblesses. Dans un premier temps, je vous propose de noter tous les chapitres ou types d'exercices qui vous posent un réel souci sur une feuille blanche. Essayez de ne pas excéder 15 cours ou types d'exercices si vous souhaitez être le plus efficace possible. Arrivé là, je vous propose plutôt de faire la méthode des couches. Elle vous permettra, en organisant votre mois de révision, semaine par semaine, jour après jour, mais aussi en fonction de votre mémorisation de ces cours-là après le premier tour, c'est-à-dire après la première couche. Prenons l'exemple de la faculté de Montpellier-Nîmes. Au premier semestre, il y a 4 matières. L'UE1, qui est la chimie-biochimie, qui vaut 100 points. L'UE2, ou la biologie, qui vaut 100 points. L'UE3, ou les biophysiques, qui valent 60 points. Et l'UE4, les mathématiques, qui valent 40 points. Lorsque vous allez travailler 9 à 10 heures en temps réel, vous allez organiser votre temps de travail de la sorte. Vous allez garder 9 heures de travail pour la méthode des couches, et vous garderez 1 heure de travail pour une autre méthode qui s'appelle la méthode de l'habitude. Cette méthode-là, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Du coup, on va seulement parler des 9 heures de travail. Vous allez diviser votre semaine de la sorte, c'est-à-dire que vous allez travailler 6 à 7 jours dans la semaine. Vous travaillerez du coup environ 60 heures, parce que 7 fois 9. Vous suivrez alors les coefficients. Un tiers de 60 heures vaut 20 heures. Vu que 20 heures c'est beaucoup pour une semaine, vous allez disperser ces heures pour en faire un peu tous les jours. Vous en ferez environ 3 heures par jour avec l'UE1 et pour l'UE2 aussi. Même logique pour l'UE3 et pour l'UE4. L'UE3 correspond à 12 heures, cela correspond à 20% des 60 heures. Et l'UE4 correspond à environ 12% des 60 heures, c'est-à-dire 8 heures. Pour l'UE4, on vous conseille de faire 4 fois 2 heures et pour l'UE3, de faire 6 fois 2 heures. Vous allez essayer avec cette méthode-là de faire un premier tour de votre programme en 1 à 2 semaines. Après cela, je vais vous montrer comment vous devrez procéder. On va aussi utiliser le système Leitner, qui est une méthode assez célèbre utilisant des flashcards ou des cartes mémoire, qui a été proposée par un journaliste scientifique allemand, Sebastian Leitner, dans les années 70. Leitner se base sur le principe de répétition espacée, où les cartes sont revues à intervalles réguliers. Avec cette méthode, les cartes vont être classées en différents groupes en fonction du degré de connaissance de l'apprenti. La personne apprenant les cartes va essayer de se souvenir de la solution écrite sur la carte mémoire. S'ils réussissent, ils envoient la carte dans le prochain groupe. S'ils ne réussissent pas, ils la renvoient dans le premier groupe. Chaque groupe de succès a une période de plus en plus longue pour revoir la carte afin de la réviser. Supposons qu'il y a 3 boîtes, la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3. Les cartes de la boîte 1 sont les cartes dans lesquelles l'apprenant fait souvent des erreurs. Et la boîte 3 est la boîte qu'il connaît très bien. On choisit d'étudier les cartes en fonction de la boîte dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que la boîte 1 va être étudiée 1 fois par jour, la boîte 2 va être étudiée tous les 3 jours, alors que la boîte 3 va être étudiée tous les 5 jours. Les cartes dans la boîte 1 sont les cartes qui nous font souvent commettre des erreurs. Si jamais l'apprenant, en regardant une carte de la boîte 1, arrive à trouver la bonne réponse, il pourra la poser dans la boîte 2. Une bonne réponse, lorsqu'il va réviser une carte de la boîte 2, voudra dire qu'il pourra la faire passer dans la boîte 3. Si jamais, toutefois, en révisant une carte de la boîte 2, l'apprenant faisait une erreur sur cette carte reviendrait illico à la boîte 1.
L'avantage de cette méthode est que l'apprenant peut se focaliser sur les cartes qu'il maîtrise le moins ou les cartes les plus difficiles, car elles se concentreront petit à petit dans la boîte 1. Ce système va favoriser la révision des cartes les plus dures et forcera l'apprenant à les réviser plus souvent. Le résultat de cette méthode sera idéalement de réduire le temps d'apprentissage en passant un temps optimal sur les cartes faciles et un temps plus important sur des cartes plus dures, qui seront donc dans la boîte 1. Maintenant, sachant que vous avez déjà divisé votre temps en fonction des coefficients, vous allez essayer de développer la méthode Leitner pour chaque unité d'enseignement en fonction du temps que vous assignerez pour chaque chapitre. Afin de faire cela, on va remplacer le test des flashcards de la méthode de Leitner par des QCM. Ces QCM, vous allez les faire lors de vos 2 premières semaines de révision pendant le premier tour. Ainsi, les boîtes de la méthode de Leitner en PACES seront les 2 ou 3 premières couches de révision que vous allez pouvoir faire lors de ce mois-ci. Lors des 2 premières semaines, on fera comme si tous les cours étaient dans la boîte numéro 1, c'est-à-dire la boîte où tout est mal mémorisé. Suite à des QCM, vous rangerez les cours dans la boîte 2 ou dans la boîte numéro 1. Lors du deuxième tour, vous réviserez en priorité et plus fréquemment les cours de la boîte 1, c'est-à-dire les cours qui sont mal mémorisés, les cours les plus difficiles. Si vous êtes assez rapide, vous pourrez réviser tous les cours de la boîte 2 et même essayer de faire un 3e tour. Attention, cette méthode nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup d'organisation. Ne vous mettez pas non plus en tête que vous réussirez forcément à faire ces 2 tours. Le but sera de corriger vos lacunes et vos faiblesses, pas de voir le plus de cours possible. Le but de la méthode DJ, la méthode de la routine et celle des couches sera de vous aider à avoir la meilleure note possible au concours. Durant mon année de PACES, il m'est arrivé d'avoir utilisé la méthode DJ pendant plusieurs jours, sans pour autant avoir appris grand-chose. C'est à ce moment que j'ai réalisé que la méthode DJ ne permettait pas de venir à bout de chacune de mes lacunes. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé la méthode avec laquelle j'étais venu à bout de mes tables de multiplication il y a très longtemps. J'étais au CE2, en primaire. Dans ma classe, j'étais bouche bée devant mes camarades. La manière dont certains élèves de ma classe pouvaient réciter très rapidement ces multiplications m'échappait. De mon côté, je peinais, je galérais, je luttais. En revenant à la maison un peu triste d'être le petit dernier, j'en parlais à mes parents. Ceux-ci me conseillèrent, je m'en souviens très bien, de m'entraîner tous les jours comme si je jouais au foot pour devenir plus fort. C'est en pratiquant tous les jours ces multiplications que j'ai réussi à les maîtriser dans leur intégralité. Ainsi, c'est avec cette philosophie que j'ai de nouveau livré bataille aux plus obscurs points de physique en PACES. C'est-à-dire que chaque jour, je me réservais une plage horaire pour faire des exercices. Cette méthode, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet de s'attacher à des cas de figure précis. Un très bon exemple en serait les statistiques, la physique ou bien la physio. En effet, ces 3 matières, elles présentent le même type de méthode d'évaluation. Quelques QCM de cours et beaucoup d'exercices de réflexion. Je ne me fais aucun souci pour vos capacités à répondre aux QCM de cours. Les exercices sont quant à eux moins abordables. C'est pour ça que je vous propose cette technique qui va vous laisser le temps, dans votre organisation tout au long de l'année, de la semaine et de la journée, de venir à bout de vos difficultés. Ça va être hyper important de se laisser du temps chaque jour pour s'exercer sur ses plus grosses difficultés. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous décourager et de laisser de côté des matières, des QCM, des points qui auraient pu vous rapporter énormément au concours si vous vous étiez assez exercé. En effet, au pied de la montagne, la route pour arriver au sommet est verticale. Elle est impraticable si l'on ne possède pas le matériel adéquat comme ceux des grimpeurs. Ici, on vous distribue ce matériel pour vous attaquer à la montagne, mais ce sera à vous de fournir l'effort physique pour y grimper. Ainsi, toute l'équipe Permian vous encourage à développer des réflexes, ce qui est très intéressant dans certaines matières. Mais je vais aussi vous présenter comment arriver à trouver du temps dans la journée pour organiser cette routine. Dans un premier temps, on vous conseille de mettre cette période qui se voudra assez courte à la même heure de la journée chaque jour. Ce n'est que comme ça que cette période de temps pourra devenir intouchable et avoir un réel impact sur votre année. On vous conseille de la faire pendant 30 à 45 minutes d'un coup. Le matin, au tout début de la journée, le moment où vous êtes le plus frais et le plus à même d'utiliser votre énergie pour vous concentrer profondément. Ou alors juste après la pause du goûter, lorsque vous aurez dépassé le pic de basse énergie qui correspond à la période post-prandiale et que vous serez plus à même de vous concentrer car vous viendrez de prendre une pause. Voici le schéma de la semaine.
Ce qui va être très important pour la méthode de la routine sera de la faire à la même heure tout au long de la semaine. Si vous pouvez, je vous conseille de conserver le même profil de semaine tout au long de l'année. Si cela n'est pas possible, essayez de faire le moins de changements possible et si vous en faites, faites en sorte de toujours faire des après-midi où les enchaînements d'activités seront ceux que vous avez déjà fait pendant longtemps afin de garder le côté pratique de l'emploi du temps qui est de proposer des enchaînements d'activités bien huilés. Le point positif de cette méthode sera de vous entraîner jour après jour, inlassablement, malgré vos lacunes et renforcera votre détermination. C'est au bout de jours d'efforts que vous parviendrez à faire l'impossible. Toutefois, cette méthode a ses limites. Elle ne peut vous permettre d'apprendre de grandes quantités de cours, ni de balayer beaucoup de points dans un seul chapitre. Vous allez devoir la garder pour vos lacunes. Voici un emploi du temps que je vous ai préparé. En rouge, on peut très bien voir la méthode DJ avec le J0, le J1, le J3 et le J7. Ici, j'ai fait en sorte de mettre le J0 et le J1 toujours dans la matinée et de faire en sorte que ce soit vraiment le plus tôt possible afin de ne pas vous fatiguer. Le J3 et le J7, normalement, c'est des J où vous allez voir votre cours pour la troisième ou quatrième fois. Du coup, ça va être vraiment plus facile que pour le J1 et le J3. Ce sera des pures révisions, des QCM, des choses qui vont être quand même assez faciles. C'est pour ça que je vous propose de les mettre plutôt en fin d'après-midi. C'est pas le moment où vous allez devoir être mal s'y concentrer.